D'accord, c'est bon. Alors, on reprend, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Veuillez me confirmer, s'il vous plaît. C'est bon. Très bien. D'accord, c'est bon. Est-ce que vous arrivez à voir là, donc les diapos? Vous voyez les diapositives? C'est bon. Merci. Shukran. Voilà, on continue. Normalement, on a commencé à 11h15, donc on doit terminer à 12h15. On continue. Mais il reste pas beaucoup, hein, il reste pas beaucoup. Bien sûr, j'essaie d'abréger au maximum, de vous donner l'essentiel de l'essentiel. Parce que normalement, c'est des exercices, hein, c'est des cas cliniques. C'est pas comme ça, malheureusement. Et c'est bien dommage. On continue. Donc maintenant, on arrive à l'ECBU proprement dit, qui est l'examen clé donc de l'infection urinaire qui permet de confirmer avec certitude le diagnostic d'une infection urinaire. C'est un examen qui est largement prescrit par les médecins, malheureusement, hein, parfois à tort et à travers, hein, il faut le dire. Hein. Et si on n'adopte pas des règles strictes d'interprétation de l'ECBU, on risque de compliquer encore la situation des patients. Les médicaments qui limitent l'utilisation. Oui, je ne sais pas, est-ce que je peux répondre, mademoiselle Maya? Je vous ai dit, il faut laisser les questions vers la fin, sinon on ne peut pas avancer. Mais encore une fois, je vais vous faire une autre petite faveur, ben, une petite faveur, et répondre à ta question. Oui, alors il y a certains antibiotiques, par exemple les céphalosporines de première génération, les cyclines, qui risquent d'interférer avec la bande urinaire. Mais ce n'est pas ça le plus important. Khalina maintenant, Rakzou, s'il te plaît, à l'ECBU qui est le plus important. OK? Voilà, on continue. Pardon. Alors, on commence avec le prélèvement. Et vous savez tous que l'examen microbiologique, tout examen bactériologique, la qualité du résultat, elle est conditionnée par la qualité du prélèvement, ce qu'on appelle globalement la phase pré-analytique, avant l'analyse. C'est tout ce qui concerne. C'est quoi la phase pré-analytique? C'est tout ce qui concerne le prélèvement. Depuis. Pardon. Il n'y a pas de sang. Alors, il y a Imen Neshma qui dit il n'y a pas de sang. Veuillez me confirmer, s'il vous plaît. Qu'il y a une saute ou le mécanche. Il y a un problème. Il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît, comme ça? Veuillez me confirmer, s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer. Alors, Maya, elle dit, oui, j'entends. Imen, Imen Neshma. Oui, il y a le son. Donc, Imen, le problème, c'est chez vous. Hein. On continue. Je suis désolé, on continue. Pardon, excusez-moi. Voilà, très bien, il y a le son. On continue. Alors, je vous ai dit donc, la phase préanalytique, c'est tout ce qui concerne le prélèvement. Non? Le choix de la technique de prélèvement, du site à prélever, les conditions, tout ce qui entoure donc la conservation, l'acheminement du prélèvement jusqu'au laboratoire. Tout ça, c'est la phase préanalytique qui est capitale. Elle est très importante, très très importante pour la qualité du résultat. Alors pour le CBU, je vous ai dit, c'est un examen qui est très facile à faire, extrêmement facile à faire, mais cette facilité, je vous ai dit au début, elle est contrebalancée par le risque de contamination qui est très important. Parce que le prélèvement, il est généralement fait par le patient lui-même. Donc nous avons des récipients pour faire le prélèvement, des récipients stériles. Et en fonction donc type de patient, nous avons plusieurs techniques de prélèvement. Alors, chez les patients coopératifs qui peuvent donc uriner spontanément, tout simplement de prélever l'urine directement, après avoir éliminé le premier jet urinaire, mais aussi après avoir procédé à un nettoyage de la région génitale, avec de l'eau, savon doux, et de l'eau, un lavage soigneux donc des parties génitales. Ensuite, on va
éliminer le premier jet, les 20 premiers millilitres d'urine, ça c'est très important, pour recueillir ce qu'on appelle le milieu du jet, ou bien la voie. Alors, chez les patients sondés, là c'est un peu plus compliqué, mais il y a une règle en or qui dit que, ce qu'il faut savoir, c'est ça c'est très important, parce qu'il faut communiquer avec les patients. Quand un patient arrive avec une ordonnance à ECBU, il faut communiquer avec lui. Il faut lui expliquer comment il doit faire pour faire le prélèvement. Comment il doit procéder. Là, regardez, par exemple, vous avez une sonde urinaire. Là, c'est la partie qui est insérée au niveau du méa urinaire jusqu'à la vessie. Ça, c'est la vessie. Ça, c'est le ballonnet. Première règle, ce qu'il faut retenir, il ne faut jamais faire de prélèvement au niveau du sachet. Ça, c'est le sachet collecteur. Donc, l'urine tahbat à travers la sonde. Le sachet collecteur. Il ne faut jamais prélever à travers ce robinet. C'est malheureusement ce que font beaucoup de patients. Faire le prélèvement au niveau du sachet collecteur. Non, il faut ponctionner la sonde. Il faut clamper ici à l'aide d'une pince. Donc il faut clamper, une pince ou la msaka ou la haja. Attendre 15 minutes parce que l'urine elle est tout le temps drainée. Donc pour l'accumulation de l'urine en amont. Après accumulation d'urine, on va ponctionner à l'aide d'une seringue directement la sonde. Ok. Voilà, ça c'est très très important. Alors chez les enfants, il y a un problème aussi parce que le risque de contamination est très important. Nous avons les sachets collecteurs qu'on va coller au niveau donc du méa urinaire de l'enfant, qu'il soit sexe masculin, genre masculin ou féminin. On laisse 30 minutes après avoir pratiqué un lavage bien sûr de la région pyrénéale. Ensuite, on va recueillir l'urine. Ou bien, mieux encore, on va attendre pendant jusqu'à ce que le nourrisson urine spontanément. Et ça, c'est la meilleure technique. Elle est beaucoup meilleure que le sachet collecteur parce que le sachet collecteur, il y a toujours les couches. Il y a toujours des bactéries, des Escherichia coli, des Klebsiella qui vont coller au niveau donc, de la région pyrénéale, surtout chez la petite fille, donc le nourrisson de genre féminin, et qui vont contaminer le sachet collecteur et donner des faux positifs. Donc il faut faire très attention. Donc l'idéal est d'attendre jusqu'à ce que l'enfant urine spontanément. Généralement, les enfants, les nourrissons urinent chaque demi-heure, sauf s'il est fébrile. Sauf s'il est fortement fébrile, ça va prendre un peu plus de temps. Donc il faut attendre. Dès que l'enfant urine, on va recueillir l'urine à la volée directement dans un tube stérile. Ça, c'est beaucoup meilleur que les sachets collecteurs. Il y a aussi, ça c'est la technique de référence, mais qui est traumatisante. C'est une technique invasive où on va ponctionner, regardez, directement au niveau de la vessie, ce qu'on appelle la ponction suspubienne, après avoir désinfecté la peau, qui est pratiquée par les pédiatres, par les chirurgiens pédiatres, donc directement au niveau de la vessie. Mais elle est traumatisante et invasive, avec beaucoup de douleur pour l'enfant. Néanmoins, cette technique, elle permet de recueillir l'urine vésicale directement au niveau de la vessie. Et c'est la meilleure technique, c'est le gold standard, donc des techniques pour ECBU. Alors, le CBU, nous avons, comme son nom l'indique, l'examen cytologique et bactériologique. Il est divisé en deux. Il y a deux en un. Deux en un, donc nous avons un examen cytologique et un examen bactériologique. Alors, l'examen cytologique, c'est pour déterminer comment la leucocyturie. Est-ce qu'il y a une leucocyturie significative ou non? Et pour ce faire, on va prendre une goutte d'urine qu'on va observer, donc soit entre l'âme et la lamelle directement, soit mieux encore dans ce qu'on appelle un hématimètre. Regardez, ça c'est un hématimètre. Vous le connaissez certainement. Là, on va compter le nombre de leucocytes à travers donc cet espace quadrillé. Et en fonction du type de cellule, par exemple la nageote, elle permet de mesurer par 50 mm3. La malacèse, c'est par 1 mm3. Donc le volume occupé ici, c'est 1 mm3. Donc soit on peut compter le nombre de leucocytes par bande multiplié par 10, ou bien on va compter les leucocytes présents au niveau de la totalité du volume de la cellule. Donc ça permet de faire une numération leucocytaire. Le nombre de leucocytes. Alors pourquoi compter? Parce qu'on sait très bien qu'une urine normale, elle contient, nous avons dans les valeurs normales de la leucocyturie, c'est de 10 leucocytes par millimètre cube, inférieur à 10 leucocytes.
Si l'urine contient plus de 10 leucocytes par millimètre cube, ou bien 10 puissance 4 par millilitre, attention le volume maintenant, l'unité de volume, par millilitre, donc soit 10 leucocytes par millimètre cube, soit 10 puissance 4 par millilitre. Là, on considère que la leucocyturie, pardon, elle est significative. On ne dit pas qu'il y a infection, on dit que la leucocyturie est significative. D'accord? Alors, si on n'a pas de matimètre de cellules malacèses, on peut faire, donc, comme je vous ai dit, entre lame et lamelle, très simple. Et là, nous avons une clé simplifiée. Si on observe un leucocyte tous les 1 à 2 champs, la lanterna, ça signifie que nous avons approximativement 5 à 10 leucocytes par millimètre cube. Donc, c'est à la limite de la significativité. Si c'est 1 à 2 leucocytes par champ, là, on est entre 10 et 25 leucocytes. Donc, ça, là, c'est significatif. D'accord? Alors, l'examen cytologique à l'état frais, quantitatif, mais on peut faire aussi un examen un peu plus poussé, cytologique, un examen qualitatif sur le sédiment urinaire. On peut faire, faire une centrifugation de l'urine, prendre le culot, faire un frottis et le colorer par le bleu de méthylène pour voir les cellules inflammatoires, les polynucléaires, présence de germes, coloration de grammes. Si suspicion de tuberculose urogénitale ou urinaire, on fait une coloration de zilnicène à la recherche du BK. Vous voyez donc. Mais cet examen, il est fait à la demande du médecin. On ne le pratique pas systématiquement. Ce qu'on fait quotidiennement, couramment, c'est l'examen quantitatif à l'état frais, soit sur cellules malacèses, najote, ou bien sur lame simple. Et ça permet de déterminer le premier paramètre qui est important dans l'interprétation de CBU, qui est la leucocyturie. Alors, on peut observer bien évidemment d'autres éléments, les hématies, les cellules épithéliales, les cylindres, qui n'ont pas une grande importance, les cristaux, mais ce qui nous importe le plus, c'est la présence de leucocyturie et pourquoi pas des germes. S'il y a des germes, on va les signaler, bien sûr. S'il y a des bacilles, il y a des neuromophiles de l'urine, on va les signaler. S'il y a des cocci, on peut les signaler. Mais il vaut mieux faire, bien sûr, une coloration un examen après coloration pour caractériser ces bactéries. Là, c'est donc les différentes formes qu'on peut observer au niveau de l'état frais des urines et après coloration. Alors la culture, là c'est une partie très très importante. Il faut savoir d'emblée que l'urine, je vous ai dit, elle contient, l'urine elle est stérile, mais lorsqu'elle est délivrée, lorsqu'elle sort, elle est contaminée. Donc quand on fait la culture de l'urine, la culture généralement, elle est quasiment toujours positive. Donc on ne peut pas se contenter de faire un examen, une culture qualitative de l'urine, parce que la culture elle est toujours positive. C'est dû à la présence de germes au niveau de l'urètre, surtout chez la femme, hein, qui vont contaminer l'urine. Donc, quoi qu'on fasse, même si on respecte toutes les règles d'asepsie, de la phase préanalytique, une bonne toilette, il y a toujours des germes qui vont, qu'on va pouvoir cultiver au niveau, bon, quand on fait la culture de l'urine. C'est la raison pour laquelle on fait ce qu'on appelle un dénombrement des germes urinaires. Et pour faire, malheureusement, le temps ne suffit pas, sinon je vous aurais donc détaillé donc, les différentes techniques, mais on va donc les voir très rapidement. Alors, la première méthode historique de Cass, c'est de faire tout simplement une dilution de l'urine. Donc, pour pouvoir faire un dénombrement des germes urinaires, on va devoir faire une dilution de l'urine. D'accord? Une dilution de l'urine. Et pour cela, on va faire une série de dilutions. Par exemple, on prend 0,1 ml de l'urine diluée dans 9,9 ml d'eau distillée stérile. Ça nous fera une dilution 1 dixième. On va, à partir de cette dilution, on va prendre 0,1 de nouveau millilitres qu'on va diluer une deuxième fois, ainsi de suite. 1 centième, 1 millième, 10 puissance 3, 10 puissance 4. Et pour dénombrer, pour compter le nombre de germes présents dans l'urine, qu'est-ce qu'on fait? On va repiquer sur une gélose. Parce que la gélose qui permet d'avoir des colonies comptables qu'on peut compter. On ne peut pas compter les bactéries au niveau du tube de l'urine. On ne peut pas les compter. Voilà, à la dilution, on ne peut pas les compter. Donc, il faut repiquer sur une gélose parce que la gélose, elle permet, c'est quoi l'avantage de la gélose? Elle permet d'obtenir des colonies qu'on peut compter. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, on repique. Par exemple, si on a fait une dilution, regardez, si on a fait une dilution un dixième, par exemple, 0,1 fait 9,9. On va prendre un volume, par exemple,
de 0,1 millilitre une deuxième fois, qu'on va étaler sur une gélose. On va incuber pendant une nuit à 35 degrés et le lendemain, on va compter le nombre de colonies. OK? On va compter le nombre de colonies. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la valeur finale, nombre de bactéries par millilitre? Parce que c'est ça. Il faut exprimer le résultat en nombre de bactéries ou bien d'UFC par millilitre d'urine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement compter le nombre de colonies, mais attention, on va devoir multiplier ce nombre de colonies par le facteur de la dilution. C'est très simple. On a une dilution 1 dixième, on va multiplier par 10. D'accord? On va multiplier par 10. Mais attention, il n'y a pas que le facteur dilution. N'oubliez pas qu'on a pris, à partir de la dilution, on a pris 0,1 millilitre de l'urine qu'on a étalé sur la gélose. Donc le nombre de colonies liées à un DNA, il est présent dans 0,1 millilitre. Donc je vais devoir multiplier par un deuxième facteur. L'inverse, c'est le volume que j'ai pris. J'exprime le résultat en nombre d'UFC par millilitre d'urine, donc je dois multiplier 0,1 millilitre, je dois multiplier par 10. Donc il y a deux facteurs. 10 c'est la dilution et 10 c'est le volume que j'ai pris. Parce que moi, je ne peux pas prélever 1 millilitre. Quand 1 millilitre sur la gélose, de la gélose, une inondation. Je ne veux pas compter. J'espère que c'est clair pour vous. Donc c'est très simple. On a donc une dilution. Ça, c'est la méthode de Cass. Une série de dilutions. On repique toutes les dilutions et on va, une fois la boîte, il faut un nombre de colonies comptables et on va compter, multiplier par l'inverse de la dilution, l'inverse du volume. On va obtenir donc une valeur finale, car le nombre de bactéries par millilitre. Alors Cass, il considère que une bactérie urique qui est supérieure à 10 puissance 5, UFC par millilitre, il la considère comme significatif. Voilà. Après Cass, on a la méthode de Véron, qui est la méthode de Cass modifiée. Alors, Véron, tout simplement, il a simplifié la méthode. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire donc une série de dilutions, donc un centième, un millième, on dirait une seule dilution. Voilà, je dirais une série de dilutions. On dirait une seule dilution. Et cette dilution, elle doit être juste compatible avec l'obtention de colonies comptables. La dilution 1 centième, regardez, il prend 0,1 millilitre. Ça, c'est la méthode de Cass, pardon. La dilution, pardon, 1 dixième, 0,1 millilitre fait 9,9 millilitres d'eau physiologique. D'accord? 0,1 millilitre fait 9,9. Ça nous fera une dilution de combien? 0,1 fait 9,9. 0,1 fait 9,9. Ça nous fera une dilution de 1 centième. 1 centième. On prend une nouvelle fois, qui m'a fait casse, 0,1 millilitre qu'on va étaler sur une gélose nutritive par exemple. Et la même chose, on va incuber le lendemain. Alors pourquoi il a choisi cette dilution, 1 centième? Parce qu'il a remarqué à travers des études qu'il a faites que cette dilution 1 centième, elle est compatible avec l'obtention de colonies comptables. Parce que c'est ça l'objectif, c'est d'obtenir des colonies comptables qu'on peut compter. Ouais, ainsi de suite. D'accord? Et pas une nappe de colonies qu'on ne peut pas compter. C'est ça l'objectif. Voilà donc la méthode de Véron. Mais maintenant, ce qui est pratiqué plus fréquemment dans les laboratoires de bactériologie, c'est la méthode de l'anse calibrée. Alors, la méthode de l'anse calibrée, elle est beaucoup plus simple. Vous avez une anse. Je ne sais pas si vous connaissez une anse. C'est une tige qui se termine avec un anneau, un petit anneau. C'est une tige qui se termine avec un petit anneau, une anse, qui me lance de platine. Parce que Schufter a déjà, c'est TP. Mais qui est calibré à 10 microlitres. Pourquoi? Là aussi, 10 microlitres, parce que à 10 microlitres, ça permet l'obtention de colonies comptables au niveau des seuils de positivité de l'infection, qui sont de 10 puissance 5. Donc 10 microlitres, là, il n'y a pas de dilution. Ça permet donc de limiter, de diminuer le risque de contamination, de manipulation. Directement, on prend une once de 10, on prend une goutte d'urine 10 microlitres, on va étaler. Et on aura ce profil-là en fonction du nombre de bactéries par millilitre, nombre d'UFC par millilitre. Vous voyez, là, nous avons des colonies comptables. 10, c'est 10 puissance 3. 100, c'est 10 puissance 4.
1000, c'est 10 puissance 5, ainsi de suite. Et comme le seuil de positivité est 10 puissance 5, ça permet donc de faciliter les calculs. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, dans les milieux qu'on peut utiliser, vous avez la gélose nutritive, qui est le milieu le plus simple, Mais on peut utiliser des milieux sélectifs, comme les BGN, c'est les bactéries les plus fréquentes. On peut utiliser des milieux sélectifs, مثلا, pour les BGN, مثلا, gélose macankée. Ça permet de faciliter l'identification. Ou bien des milieux chromogènes. Vous savez, les milieux chromogènes, c'est des milieux qui sont très utiles, qui permettent d'identifier les bactéries. Là, par exemple, vous avez les colorations roses orientent vers les Escherichia coli. Donc, c'est des milieux qui permettent de faciliter l'identification des bactéries. Bien sûr, on identifie l'antibiogramme, mais ce qui est plus important, c'est l'interprétation de l'ECB. Et pour pouvoir interpréter, et là, je vais terminer avec ça, excusez-moi, j'essaie d'abréger au maximum, et il est pratiquement impossible de faire le CB en 1 heure de temps, mais j'essaie, comme je vous ai dit au début, de vous donner l'essentiel. Et l'essentiel de CBU, c'est de savoir interpréter un ECBU. Et pour pouvoir interpréter un ECBU, on doit disposer de 3 critères ou paramètres importants. Le premier, c'est la bactériurie, une analyse quantitative de la culture urinaire. On doit dénombrer les germes urinaires. C'est très important pour le CBU. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce que l'urine, elle contient toujours des bactéries. Il y a toujours des bactéries. Même si vous respectez les conditions dans le prélèvement, il y a toujours des bactéries. Et la présence de bactéries ne signifie pas forcément la présence d'une infection. A fortiori chez certaines catégories de patients, par exemple les diabétiques, les sujets âgés. Les diabétiques et les sujets âgés, les sujets avec une vessie neurogène, ont tous ce qu'on appelle une colonisation. Il y a toujours une bactériurie significative au niveau de leur urine. Pour pallier à ce problème, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc on fait un dénombrement des germes urinaires, soit par la technique de la dilution, soit par l'once calibrée. L'essentiel, c'est de disposer donc d'un chiffre. À la fin de l'analyse, on doit disposer d'un chiffre qui exprime le nombre de bactéries par millilitre, qui est exprimé généralement 10 puissance 5, 10 puissance 4, 10 puissance 5, 10 puissance 3 par millilitre d'urine. Associé à la bactériurie, le deuxième paramètre, c'est la leucocyturie. On ne peut pas interpréter un ECBU sans connaître la valeur de la leucocyturie. Ce qui est important ici, c'est de savoir si la bactériurie elle est significative ou non, en comparant le nombre de bactéries par rapport à une valeur seuil. Vous avez tout à l'heure la valeur seuil, نستعملوها أكثر حاليا هي 10 puissance 5, c'est la valeur historique, le seuil historique de Cass, 10 puissance 5 USC par millilitre. Si le nombre de bactéries est supérieur à 10 puissance 5, واش نقولوا هنا؟ ما نقولوش une infection, non. Il y a une bactériurie significative. ما نقولوش infection. Bactériurie significative. Deuxième paramètre, c'est la leucocyturie significative. On doit compter le nombre faire une numération, je vous en ai tout à l'heure, donc sur les cellules, c'est-à-dire leucocytes par millimètre cube. S'il y a une numération supérieure à 10 par millimètre cube, ou bien à 10 puissance 4 par millilitre, on dit que la leucocyturie est significative. Donc ça, c'est les 2 paramètres essentiels et indispensables pour pouvoir interpréter un ECBU. Le troisième paramètre, bien sûr, c'est le contexte clinique. On va chauffer vers la fin, le dernier tableau. Le contexte clinique. Mais avant de passer au tableau d'interprétation, il faut savoir que les germes incriminés dans l'infection urinaire ont été divisés, après plusieurs études, bien sûr, l'étiologie des différentes bactéries dans les infections urinaires. On classe actuellement les bactéries en 4 groupes en fonction de leur degré d'incrimination dans l'infection urinaire. Groupe 1, c'est ce qu'on appelle les uropathogènes. Les germes qui sont très agressifs dans l'arbre urinaire. Quand ils sont présents dans l'arbre urinaire, ce n'est pas pour se balader. Généralement, c'est pour agresser. شكون هما هادو؟ أول بكتيريا هضرنا عليها tout à l'heure, c'est l'Escherichia coli. Mais aussi, il y a une petite bactérie, Staphylococcus chez la femme, uniquement chez la femme, chez la jeune femme. Alors, le groupe de travail qui a travaillé, donc qui a classifié ces bactéries, qui a donc mis au point donc cette classification en 4 groupes, il a proposé de diminuer le seuil de positivité à 10 puissance 3.
Pourquoi? Parce que on a remarqué chez la femme, surtout chez la femme, qu'on peut avoir des infections urinaires avec une valeur de bactériurie qui est largement inférieure au seuil historique fixé par Cass. Alors, on peut avoir une infection à 10 puissance 3, parfois même à 10 puissance 2, avec ce groupe de germes, notamment Escherichia coli. En d'autres termes, pour vous simplifier, Escherichia coli, mais c'est 10 puissance 5 pour dire qu'il y a une infection. Escherichia coli à 10 puissance 3 déjà, il y a un risque important d'infection. À 10 puissance 3, on dit qu'il y a une bactériurie significative avec Escherichia coli et Staphylococcus aureus. Donc, c'est des gens qui sont uropathogènes, qui sont très agressifs. Très agressifs, pardon. Groupe 2, là j'ai dépassé, parce que normalement je termine. Groupe 2, c'est les bactéries des infections nosocomiales. Là, c'est en fonction du sexe. 10 puissance 3 chez l'homme, le seuil, est fixé à 10 puissance 4 chez la femme. Mais ce seuil passe à 10 puissance 5 quand il y a deux types bactériens. C'est le cas de l'infection sur sonde. Infection sur sonde, les deux sont supérieurs à 10 puissance 5. Donc le groupe 2, c'est des bactéries légales les infections urinaires, mais essentiellement l'infection urinaire à l'hôpital. C'est-à-dire que ce n'est pas des uropathogènes. Ils ne peuvent exprimer leur pouvoir pathogène, au niveau des voies urinaires, que dans certaines circonstances, notamment un séjour à l'hôpital, des manœuvres sur l'arbre urinaire, un problème au niveau de l'arbre urinaire, une anomalie, comme je vous ai dit tout à l'heure, anatomique, ou bien un geste sur une endoscopie. Donc, c'est essentiellement les infections nosocomiales. Ce n'est pas comme le colis, mais c'est des germes qui peuvent donner des infections urinaires chez certaines catégories de patients. Alors, comme on avance au cas, c'est les germes maintenant, c'est les germes, c'est les commensaux, les voies urinaires. Groupe 3, par exemple, leur implication exige un taux supérieur à 10 puissance 5. Supérieur à 10 puissance. C'est donc c'est des germes dont le pouvoir pathogène au niveau de l'arbre urinaire est très faible. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit présent un nombre beaucoup plus important, supérieur à 10 puissance 5, minimum 10 puissance 5, pour dire que la bactériurie est significative. Et là, pour les incriminer, les le CBU deux fois. Regardez, une répétition de leur isolement sur au moins deux échantillons d'urine. Le premier, le germe, un des germes hadou, un deuxième. Si on trouve le même germe, toujours supérieur à 10 puissance 5, on l'incrimine en présence, bien sûr, d'une symptomatologie urinaire. Ici, urinaire. Le dernier groupe, c'est les commensaux. Le dernier groupe, c'est des germes qui sont dénués complètement donc de pouvoir pathogène, qui sont incapables de provoquer une infection urinaire. Alors on termine avec ce tableau. Je vous ai dit donc pour interpréter, essayez de me suivre. Donc parce que là on termine, c'est la dernière diapositive. Ce tableau tiré du référentiel en microbiologie médicale de 2015. Pour interpréter un ECBU, nous avons trois paramètres essentiels. S'il vous plaît. Malheureusement, vous n'allez pas faire un TP, c'est bien dommage, sinon vous auriez vu, donc vous auriez pratiqué tout ça et interprété comme l'année passée, mais malheureusement, ce n'est pas possible cette année. Alors, nous avons trois paramètres, les signes cliniques, la leucocyturie et la bactériurie. Trois paramètres. Il faut savoir d'emblée qu'on ne peut pas dire qu'il y a une infection urinaire chez un patient qui est asymptomatique. Chez un patient asymptomatique, mais un douche des symptômes urinaires, البوله تحرقوا تزربوا البوله يبول بزاف حاشاكم في الليل ينوض في الليل بزاف عنده douleur lombaire عنده la fièvre les signes urinaires. S'il n'y a pas de signes urinaires, il n'y a pas d'infection urinaire. Et ce n'est pas la culture de l'urine qui détermine la présence d'une infection urinaire. Donc il faut faire une interprétation en conjuguant ces trois paramètres-là. Les signes cliniques, la leucocyturie significative et la bactériurie significative. Et nous allons voir les différents cas de figure possibles sur lesquels on peut tomber en interprétant un ECBU. Alors, premier cas de figure, un patient symptomatique, signe clinique positif, leucocyturie supérieure à 10 puissance 4 par millilitre, bactériurie, en fonction du type de bactérie, souvenez-vous, avec un groupe 1 supérieur à 10 puissance 3. Groupe 2 en fonction du sexe, groupe 3 c'est 10 puissance 5. D'accord? En fonction du type de bactérie. Ça, c'est très important.
Nombre d'espèces inférieur ou égal à 2, là, il s'agit d'une infection urinaire. Donc, on fait un antibiogramme pour déterminer la sensibilité aux antibiotiques, pour pouvoir guider le médecin dans son choix thérapeutique. Deuxième cas de figure, patient toujours symptomatique, leucocyturie significative, mais la bactériurie, elle est non significative. Il y a des bactéries à une culture positive, mais qui n'est pas significative, qui est inférieure à 10 puissance 3. Là, nous avons plusieurs interprétations qu'on peut donner. Soit c'est une inflammation sans infection, due par exemple à un traitement antibiotique, une infection urinaire décapitée par un traitement antibiotique. Soit c'est la présence de bactéries à culture difficile, qu'on ne peut pas cultiver. Là, il faut peut-être rajouter d'autres milieux, repiquer l'urine sur des milieux enrichis, avec du sang par exemple, le catalyse streptocoque. Mais ça, ce n'est pas très fréquent. Parce que la plupart des germes responsables d'infections urinaires sont facilement cultivables sur les milieux usuels géronutritifs. Ou bien, on peut expliquer ça aussi par une étiologie non infectieuse. Maintenant, il y a une réaction inflammatoire, par exemple, qui m'a dit tout à l'heure, une tumeur vésicale. Une tumeur, il y a une réaction inflammatoire, il y a du leucocyte, mais il n'y a pas de bactéries. Lithiase, مثلا, un calcul. D'accord? Non, on ne fait pas d'antibiogramme parce qu'on n'a pas de. Troisième cas de figure, toujours patient symptomatique, mais cette fois-ci, c'est l'inverse. Il n'y a pas de leucocyturie. Il n'y a pas de leucocyturie. Mais il y a une bactériurie qui est significative, avec un nombre d'espèces inférieur ou égal à 2. Là, nous avons deux cas de figure. Si le patient est immunocompétent, il n'est pas immunodéprimé, il n'est pas sous chimiothérapie, il n'est pas sous corticothérapie au long cours, il n'est pas greffé, il n'est pas sous immunosuppresseur, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On refait le CBU, parce que ce n'est pas normal. Normalement, une infection urinaire doit se manifester, doit être accompagnée d'une leucocyturie significative. Il se peut qu'il y ait une erreur. Ou là, c'est une infection urinaire débutante, mais il y a une pullulation microbienne importante, mais l'organisme, la réaction inflammatoire n'est pas encore détectable au microscope. Donc, on refait le CBU, c'est le patient immunocompétent. Mais si le patient est immunodéprimé, là, on va pratiquer l'antibiogramme direct. Parce que le patient, il est symptomatique. Il y a une bactériurie qui est significative. Troisième cas de figure, pas de signe clinique, attention, pas de signe clinique, ça signifie qu'il n'y a pas d'infection. Pas d'infection. Pas de signe clinique, pas d'infection. Leucocyturie, on peut avoir une leucocyturie qu'on peut ne pas avoir. Bactériurie qui est limite, 10 puissance 3, 10 puissance 4. Nombre d'espèces supérieur ou égal à 1, on peut avoir 1, 2, 3. Là, c'est une contamination du prélèvement. Il faut refaire le prélèvement en expliquant au patient comment il doit procéder pour faire un prélèvement de bonne qualité. Cinquième cas de figure, et ça c'est très important, attention, absence de signe clinique. Absence, donc il n'y a pas d'infection, La leucocyturie, elle peut être présente quand elle peut être absente, mais nous avons une bactériurie qui est positive, généralement avec 2 espèces bactériennes, et une numération très importante, supérieure à 10 puissance 5. Là, on parle de colonisation. Souvenez-vous, colonisation. Est-ce qu'il faut faire un antibiogramme? Non. Non. Il ne faut pas faire un antibiogramme. Et ça, c'est l'erreur dans laquelle tombent beaucoup de microbiologistes, malheureusement, surtout les laboratoires privés, où ils font des antibiogrammes sur des germes de colonisation. Pas d'antibiogramme, mais attention, sauf dans 2 ou 3 situations, exception. Et là, je vous demande de noter ça. La première, on en a parlé tout à l'heure, la femme enceinte. Chez la femme enceinte, on l'a dit, on doit dépister toute colonisation. Donc, on doit faire un antibiogramme et rendre un résultat. Deuxième situation, avant tout geste ou bien une intervention invasive sur une manœuvre instrumentale invasive sur l'arbre urinaire. Maintenant, avant un sondage, avant, une cystoscopie, pas un sondage, une cystoscopie. Endoscopie dans les voies urinaires. Donc, avant de faire tout geste invasif sur les voies urinaires, on a besoin d'un ECBU. Le médecin a besoin d'un ECBU stérile. Il ne faut pas qu'il y ait une colonisation. Parce que si on fait une endoscopie sur une urine qui est positive, avec une forte charge bactérienne, il y a un risque important de translocation des bactéries de l'urine, des voies urinaires, vers le sang et provoquer ce qu'on appelle un sepsis, un urosepsis, qui peut aller jusqu'au choc septique, attention.
D'où l'importance du dépistage de la colonisation, même si le patient est asymptomatique. Donc, il y a les voies urinaires, ou il y a une endoscopie, les NECBU, même s'il est asymptomatique. Troisième situation qui est controversée, mais chez le patient greffé, par exemple, on a fait la greffe rénale. Chez le patient greffé, il est recommandé, c'est une recommandation qui n'est pas très forte, hein, elle est controversée, de faire aussi un ECBU pour dépister toute colonisation et traiter toute présence microbienne au niveau de l'urine chez le patient greffé. Bien sûr, on a l'objectif, c'est de protéger le greffon. Dernière, et je termine avec ça, situation, bien sûr, on a pas, les signes cliniques peuvent être présents ou absents, généralement absents, leucocyturie, pas de leucocyturie, pas de bactériurie, là, donc absence d'infection urinaire. Alors, il nous reste 3 minutes rapidement. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? J'ai terminé, hein. J'ai essayé d'abréger au maximum, mais je pense que je vous ai donné l'essentiel de l'essentiel. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Nous avons 3 minutes, je vais essayer de répondre rapidement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des questions? J'attends toujours. Toujours pas de questions? Pas de questions? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Il faut profiter, il faut poser des questions, hein. Voilà, il y a une question, apparemment. Pardon? Ah, Maya a dit, oui, d'accord, très bien, Maya. Ah, les points forts du cours, c'est l'interprétation essentiellement. C'est l'interprétation des CBU. Retenez bien qu'il faut 3 paramètres, les signes cliniques, la leucocyturie, la bactériurie. Les 3 sont, s'il manque un paramètre, on ne peut pas interpréter le CBU. Il faut voir aussi le côté technique, hein, les différentes techniques d'ensemencement de l'urine, hein, les techniques de dilution de Casse, de Véron. Il faut y jeter un coup d'œil aussi, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions? Il reste 1 minute 30, un peu plus. J'ai essayé de simplifier au maximum, hein. Mais de rien, on va attendre 1 minute encore. Yasmine Rahabi, c'est clair, merci, merci à vous. Iman Nishma, c'est clair, merci. J'ai essayé de vous donner, malheureusement, mais 15 bzaf, les hadrin 15. C'est bien, c'est regrettable, là, c'est regrettable. Et on aurait aimé vous donner, bien sûr, vous faire un TD avec des cas cliniques. Et un TP aussi, comme je l'ai fait l'année passée. Ça s'est bien passé l'année passée. C'était bien, avec des cas cliniques. Ce n'est pas possible, malheureusement, cette année. Alors, apparemment, il n'y a pas de questions. Il y a 2, 3. Mir El, Maya, Yasmine Rahabi, Iman Nishma. Voilà, je vous remercie, merci beaucoup. Et à très bientôt, je l'espère. Bon courage. Merci.